Et si, au lieu de 9 mois de mal de dos, d'envie de nourriture bizarre et d'une faim plutôt spectaculaire, tu pouvais simplement pondre un œuf, tu trouverais un endroit confortable, endurerais un après-midi assez éprouvant, et puis, le voilà. Une solution simple et autonome à la reproduction humaine posée sur le sol du salon. Problème résolu, n'est-ce pas? Eh bien, une fois le choc initial passé, tu réalises que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est le début d'une histoire complètement différente. Parce que changer ce processus biologique fondamental déclenche une cascade de conséquences qui remodèleraient nos corps, nos maisons, nos sociétés et l'essence même de ce que signifie être humain. Alors, perçons ce mystère. La première chose que nous devons définir, c'est l'œuf lui-même. Ce n'est pas ton plat de petit déjeuner habituel. La tête d'un nourrisson humain mesure environ 11 cm de diamètre. Pour accueillir un fœtus à terme, même recroquevillé, on parle d'un objet ovoïde d'environ 30 cm de long et pesant entre 5 et 6 kg. Imagine un ballon de rugby en porcelaine avec le poids d'une boule de bowling. La coquille devrait être épaisse, une structure robuste en carbonate de calcium, assez solide pour protéger sa précieuse cargaison, mais pas au point qu'un nouveau-né ne puisse pas finir par en sortir. Notre histoire commence avec Elara. Elle vient de terminer le processus de ponte. C'était intense, mais maintenant, c'est fini. Et sur une pile de coussins soigneusement disposés repose son œuf. Un objet lisse, pâle et franchement intimidant. Le problème immédiat et étonnamment banal se présente. Et maintenant? Elle ne peut pas simplement le glisser dans un sac à main. L'expression « ne fais pas tomber le bébé » vient de devenir une réalité prénatale terrifiante. Nanosecondes après que le premier Homo sapiens a pondu un œuf, toute notre trajectoire évolutive a bifurqué. Pour faire passer une sphère calcifiée de 6 kg, le bassin féminin ne pourrait pas être la structure étroite et efficace qu'il est aujourd'hui. Il devrait être beaucoup plus large, avec des ligaments plus flexibles. Ce changement a une conséquence directe sur notre façon de bouger. Notre foulée gracieuse de coureur de fond disparu. Nous serions une espèce de dandineur. Notre centre de gravité serait plus bas. Notre démarche moins efficace. Le 100 mètres olympique serait moins fringant. Quelques minutes après qu'Elara a pondu son œuf, la réalité biologique s'impose. Le marathon interne de 9 mois est terminé. À la place, nous envisageons un nouveau modèle. Peut-être une gestation interne d'1 ou 2 mois, où l'embryon se développe et est alimenté par un jaune d'œuf massif et riche en nutriments. Ensuite, la ponte, suivie d'une période d'incubation externe d'environ 7 mois. Ce simple changement démantèle complètement l'un des piliers les plus fondamentaux de la société humaine, la division biologique du travail parental. La grossesse, malgré tous ces défis, est une expérience exclusivement féminine. Mais l'incubation, un œuf a juste besoin d'être gardé au chaud, autour de 37 degrés Celsius, et en sécurité. N'importe qui peut faire ça. Soudain, l'impératif biologique pour les mères d'être les principales dispensatrices de soins disparaît. 3e mois d'incubation. Nous retrouvons Elara. Elle est au travail. Son partenaire, pendant ce temps, est à la maison en train de tourner soigneusement l'œuf dans leur incubateur domestique de pointe, l'Ovasens 9000. Il ajuste le taux d'humidité depuis une application sur son téléphone. Les concepts de congé maternité et paternité ont fusionné en un unique et universel congé d'éclosion. La salle de réunion et la salle de nidification sont désormais également accessibles aux deux sexes dès le premier jour. Ce n'est pas une construction sociale, c'est une construction biologique. La responsabilité de la prochaine génération est, par défaut, partagée parfaitement à 50-50. En prenant du recul, cette responsabilité partagée aurait façonné nos plus anciens ancêtres. Un œuf vulnérable dans un nid pendant 7 mois est un énorme handicap. Tu ne peux pas simplement l'emporter avec toi à la chasse aux mammouths. Cela aurait accéléré le besoin d'établissements permanents. Les premiers villages humains n'ont peut-être pas été construits autour d'un puits ou d'une parcelle de terre fertile, mais autour d'un site de nidification commun, sûr et défendable. Une grotte avec une source géothermique aurait été le bien immobilier le plus précieux de la planète. L'expression « il faut tout un village pour élever un enfant » devient biologiquement littérale. Il faudrait un village juste pour garder les œufs au chaud. Cela nous amène à notre monde moderne, façonné par des millénaires de ponte. L'architecture serait complètement différente. La pièce maîtresse d'une maison familiale ne serait pas la cuisine ou le salon. Ce serait la salle de nidification. Une chambre climatisée, insonorisée et biologiquement sécurisée, souvent construite sans fenêtres et avec des murs renforcés. Les annonces immobilières vanteraient des murs de nidification à triple isolation.
court pour une incubation ininterrompue. Les escaliers seraient un défaut de conception, une menace constante pour quiconque transporte un œuf d'un étage à l'autre. L'économie serait méconnaissable. La plus grande industrie de la planète ne serait pas la technologie ou la finance, mais les solutions d'incubation. Des entreprises aux noms comme Hatch Corp et Nestec seraient des géants mondiaux. Nous aurions des incubateurs intelligents avec des scanners biométriques, des caméras du jaune d'œuf en direct et des alertes pilotées par l'IA qui surveillent l'intégrité de la coquille et le rythme cardiaque embryonnaire. Toute une industrie serait pour le transport des œufs. Oublie les poussettes, nous aurions des cocons à œufs gyrostabilisés, climatisés et à absorption de choc. Les modèles haut de gamme ressembleraient à quelque chose conçu par la NASA. Jour de l'éclosion. Elara et son partenaire regardent anxieusement le moniteur. Une fissure fine est apparue à la surface de l'œuf, détectée par les capteurs acoustiques de l'Ovasense. À l'intérieur, leur bébé se prépare à sortir. Les nouveau-nés humains auraient besoin d'une dent de l'œuf, une petite protubérance pointue sur le bout de leur nez ou de leur front, spécifiquement pour casser la coquille. Elle tomberait quelques jours après l'éclosion, devenant le premier souvenir dans le livre de bébé. Le nouveau-né se ferait un chemin, non pas dans l'environnement stérile d'un hôpital, mais dans le monde de sa maison. Et ici, nous rencontrons une autre divergence biologique majeure. Un fœtus dans un utérus est directement connecté au système immunitaire de la mère, recevant un apport constant d'anticorps. Un embryon dans un œuf est isolé. Il recevrait un kit de démarrage d'immunité via le jaune d'œuf, mais il naîtrait beaucoup plus naïf et vulnérable sur le plan immunologique qu'un bébé humain aujourd'hui. Les premières heures de vie seraient critiques, exigeant un niveau de propreté presque fanatique. L'obsession culturelle pour le lavage des mains et la stérilisation serait ancrée dans l'ADN de notre espèce. Et il y a un autre changement physique assez profond. Regarde en bas, ce petit nœud au milieu de ton abdomen, ton nombril, il n'existerait pas. Il n'y avait pas de cordon ombilical, pas d'attache physique à un autre être humain. Mais c'est un symbole incroyablement puissant. Nous entrerions dans le monde comme des individus vraiment séparés dès le tout début. À 18e année, l'enfant d'Elara est maintenant un adolescent. Comment cette éducation ovipare ou de ponte a-t-elle façonné leur psychologie et notre culture? Le concept même de mère serait différent. Le mot existerait toujours. Mais il serait dépouillé de la mythologie physique intense de la grossesse et de la naissance. Ce serait un terme de soins et d'éducation, mais pas un terme de connexion biologique exclusive. Cela pourrait même atténuer le complexe d'Oedipe, si c'est ton genre de truc. Notre langue serait truffée de métaphores basées sur les œufs. Ne compte pas tes nouveau-nés avant qu'ils ne percent leur coquille. Il faut casser quelques coquilles pour faire une société. Un œuf surveillé n'éclot jamais. L'expression syndrome du nid vide serait une plainte bien plus littérale et poignante pour les parents dont la salle d'incubation est devenue silencieuse. Notre art changerait. L'iconographie de la Madone enceinte, une pierre angulaire de l'art occidental, serait remplacée par des images d'un protecteur vigilant montant la garde sur un œuf précieux et sacré. Nos histoires d'origine changeraient. Non pas né d'une femme, mais éclos de l'œuf cosmique. Un mythe qui existe déjà dans de nombreuses cultures, mais qui serait maintenant notre vérité littérale et biologique. Notre conscience de soi, notre relation avec nos parents, toute notre structure sociétale. Tout serait différent. Mais le changement le plus significatif est peut-être le plus subtil. Les 9 mois de grossesse créent un lien physique indestructible et intime entre la mère et l'enfant. Un lien de sang, de souffle et de battement de cœur partagé. En supprimant cela, en plaçant l'enfant dans un réceptacle externe, tu coupes cette connexion primaire et exclusive. Tu pourrais penser que cela ferait de nous une espèce plus froide, plus déconnectée. Je pense que cela ferait exactement le contraire. Sans ce lien biologique garanti, notre survie en tant qu'espèce aurait dépendu beaucoup plus lourdement d'autre chose. La confiance. La confiance en nos partenaires pour qu'ils prennent leur tour pour réchauffer l'œuf. La confiance en notre communauté pour protéger les aires de nidification. La confiance en notre technologie pour amener notre progéniture à l'éclosion en toute sécurité. Nous ne serions pas connectés par un cordon ombilical, mais par la responsabilité partagée, fragile et désespérée du nid. Notre civilisation entière serait construite sur le principe que nous devons absolument compter les uns sur les autres, car l'avenir se trouve dans une coquille délicate que n'importe lequel d'entre nous pourrait accidentellement laisser tomber.
Nous serions une espèce de gens anxieux, se dandinant, sans nombril, qui comprennent, à un niveau primal et génétique, que notre plus grande force ne réside pas dans le pouvoir de l'individu, mais dans la chaleur collective de la communauté. Et notre plus grande réussite évolutive ne serait pas la puce électronique, ou la fusée, ou Internet. Ça aurait été l'invention d'un très très bon papier bulle.